Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Rigaud, président de l'association Défi Sorbonne, initiateur du projet Hypatie pour la Tour Eiffel, et à ses côtés, Sylvie Cabrit, docteur en astrophysique, astronome titulaire à l'Observatoire de Paris et chercheuse associée à l'Observatoire de Grenoble. Un projet exceptionnel, c'est ce dont nous allons parler, qui vise à inscrire les noms de 72 femmes scientifiques sur l'un des monuments les plus emblématiques de la République et qui pourrait se résumer en une phrase: aux grandes savantes, la Tour Eiffel reconnaissante. Mais avant d'entamer cette conversation, comme chaque dimanche, je vous propose un engagement. Et aujourd'hui, engageons-nous pour les femmes et la science, pas seulement en réclamant une réparation symbolique, mais en contestant la manière dont l'histoire des sciences a été écrite et par qui. Pendant des siècles, l'absence des femmes dans les institutions scientifiques a été présentée comme une preuve de leur incapacité. En réalité, elles n'ont pas été absentes, elles ont été exclues, puis effacées. Prenons les faits. Le Collège de France est fondé en 1530. Il faudra attendre 1973, 443 ans plus tard, pour qu'une femme y soit élue professeure, Jacqueline de Romilly, spécialiste de la Grèce antique. L'Académie des sciences est créée, elle, en 1666. Et la première femme élue, membre, ne le sera que 313 ans plus tard, la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruat. Entre-temps, les membres masculins de l'Académie refusent d'élire Marie Curie, double prix Nobel scientifique, et Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie, candidate à 5 reprises. Alors, dire que les femmes ont été absentes de la science jusqu'au XXe siècle est inexact. Et pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Avant que le XIXe siècle ne sanctuarise le mythe du génie masculin, des femmes suivent des cours de sciences, correspondent avec des savants, publient, traduisent, calculent. Émilie du Châtelet commande Newton, Nicole Rennes-Lepaute calcule des trajectoires astronomiques déterminantes, Sophie Germain travaille sur l'élasticité des métaux, et Jeanne Barré, femme du peuple, née de parents analphabètes, participe à des expéditions botaniques. Autrement dit, la question de la présence des femmes en sciences n'est pas celle d'une absence originelle, mais plutôt celle d'un basculement. Car c'est au XIXe siècle que le récit se verrouille. C'est là que l'histoire des sciences se fige autour d'une figure unique, l'homme de génie, solitaire, créateur du progrès. Dans le même temps, le droit napoléonien enferme juridiquement les femmes au foyer, la bourgeoisie triomphante redéfinit les rôles sociaux, et pendant que les femmes conquièrent le droit d'étudier, l'histoire des sciences se rédige au masculin, et chaque avancée déclenche une levée de boucliers. Danger moral, confusion des rôles, menace pour l'ordre social. Ce récit fabrique une illusion, celle d'une supériorité masculine naturelle. Aujourd'hui, les filles réussissent mieux à l'école. Elles sont presque à parité en terminale scientifique, mais elles disparaissent progressivement des filières les plus techniques et des postes de pouvoir scientifiques. Non pas parce qu'elles seraient moins capables, mais parce que le récit continue d'agir. Et la science du XXIe siècle affronte des défis colossaux, climat, énergie, santé, intelligence artificielle, et nous persistons à penser que ces défis sont ceux d'une épopée masculine. Alors s'engager pour rendre visibles les femmes scientifiques, c'est briser un récit construit depuis 2 siècles, et tant que cette histoire restera tronquée, la science ne sera pas pleinement universelle. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Benjamin Rigaud, fondateur du projet Hypatie pour la Tour Eiffel, et à Sylvie Cabrit, docteur en astrophysique, astronome titulaire à l'Observatoire de Paris, chercheuse associée à l'Observatoire de Grenoble. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Défi Sorbonne qui a initié ce projet Hypatie, je l'ai dit, avec une ambition très forte, enrichir la liste des 72 savants figurant au premier étage de la Tour Eiffel en y ajoutant des noms de femmes scientifiques. Comment est venue cette idée ? En fait, en juillet 2021, j'étais guide touristique à la Tour Eiffel. Avant de monter en ascenseur dans le monument, je présentais toujours aux visiteurs la liste des 72 savants inscrites le long du premier étage. Mais un jour, une touriste m'a posé la question qui a tout changé. Est-ce que Marie Curie fait partie de la liste ? En 1889, quand la tour fut construite, la physicienne polonaise n'était pas encore arrivée en France et n'était pas encore mondialement célèbre pour ses découvertes lui ayant valu 2 prix Nobel. Mais à travers cette question, c'est l'absence de femmes dans la liste qui m'a interpellé.
J'ai alors remarqué les 40 espaces vides au 2e étage de la tour et c'est alors que l'idée m'est venue d'y ajouter 40 noms de femmes scientifiques. Depuis 2022, le projet a été porté par l'association Femmes et Sciences grâce à sa vice-présidente Isabelle Vauglin et il a évolué. Ce seront finalement les noms de 72 savantes qui seront ajoutés au 1er étage de la tour à égalité avec les hommes. Par ce geste, nous souhaitons lutter contre l'effet Mathilda, c'est-à-dire l'invisibilisation de l'apport des femmes à la science. La visibilité planétaire de la tour Eiffel fera changer les mentalités. Alors c'est marrant parce que c'est une femme qui vous pose une question et c'est cette femme qui finalement est un peu à l'origine de cette idée d'aller inscrire des femmes scientifiques sur la tour Eiffel. C'est bien cette anecdote, je la connaissais pas. Sylvie, vous avez rejoint le projet en 2022 au sein du comité Hypatie rassemblé à Sorbonne Université. Alors vous êtes une scientifique, je l'ai dit, une grande scientifique. Qu'est-ce qui vous a convaincu sur l'idée que ce projet n'était pas symbolique mais absolument nécessaire ? J'ai été tout de suite convaincue parce que j'ai remarqué que la place des femmes scientifiques dans les médias reste toujours bien inférieure à leur rôle réel au sein de la communauté scientifique. Par exemple, en astrophysique, nous sommes 30% de femmes, mais quand on cherche un expert en astrophysique dans les médias, très souvent c'est un homme qui s'exprime, pas seulement en astrophysique, dans tous les domaines. Donc j'ai été... déjà impliquée, je me suis inscrite sur le site des expertes, qui est un site qui vise justement à rétablir et à donner plus de place aux femmes dans les médias. Et par ce site, je me suis effectivement convaincue qu'il y avait un vrai problème. Au début, je pensais pas que c'était aussi problématique, mais effectivement, en regardant les choses de ce point de vue-là, je me suis rendu compte que même s'il y avait maintenant plus, bien sûr, de femmes scientifiques, il y avait encore un défaut de représentation. Et donc, j'ai trouvé que ce projet, j'ai été tout de suite enthousiasmée, parce que je pense qu'il est vraiment dans l'air du temps, que c'est devenu nécessaire, puisque maintenant, il y a une prise de conscience qui s'est faite, mais il faut maintenant que ça diffuse vraiment le plus possible dans la société, et en particulier devant les jeunes femmes qui font leur choix de carrière, et qui, pour l'instant, malgré tout, s'auto-censurent, même si elles ont de très bons résultats au lycée. Et je trouve que la Tour Eiffel, en lui-même, est un symbole unique de rayonnement, du progrès, de la science de son époque. Et que rajouter ces noms, c'est un monument qui a 6 millions de visiteurs par an. Oui, donc ça a un impact. Ça aura un impact. Ok. Alors, choisir 72 femmes dans 250 ans d'histoire, c'est pas si facile. C'est quoi les critères qui ont guidé vos travaux ? C'était facile ? C'était douloureux de choisir ? Qui répond en premier ? Tu vas ? Ok. Allez, Benjamin. Dans un premier temps, nous avons créé un comité de recherche à Sorbonne Université en regroupant les 3 facultés de sciences, de lettres et de médecine. Sous la direction de la chercheuse Sandrine Aragon, spécialisée dans l'accès des femmes à la culture en France, nous avons proposé 40 noms à partir d'Amélie du Châtelet jusqu'à aujourd'hui. Pour faire la promotion de cette liste, nous avons organisé avec Sylvie Cabri la conférence Les Éclipsées, femmes scientifiques ou la face cachée de l'histoire à l'Observatoire de Paris, le jour d'une éclipse solaire. Symbole très fort, en hommage aux femmes éclipsées de l'histoire. Il y avait des invités d'exception, la présidente de l'Académie des sciences, des descendants de Gustave Eiffel, des représentants de la ville de Paris, des grands chercheurs et chercheuses. Et plus tard, la société d'exploitation de la Tour Eiffel a mandaté l'association Femmes et Sciences, à travers sa vice-présidente Isabelle Vauglin, pour cette fois-ci constituer une liste plus longue de 72 noms. Personnellement, j'ai insisté pour qu'il y ait des femmes étrangères, comme Toshiko Yuasa, qui est une physicienne japonaise qui a travaillé en France, ou encore Rose Dieng, qui était une informaticienne sénégalaise. Et il a été repris les critères de Gustave Eiffel pour que la liste commence en 1789. On a donc dû éliminer Émilie du Châtelet et Nicole Rennes-Lepaute qui ont vécu avant la Révolution française. L'association Femmes et Sciences a consulté beaucoup d'organismes de recherche et a reçu plus de 200 biographies et il fut très difficile de faire un choix de seulement 72 noms. Mais la liste actuelle que j'ai ici montre bien la diversité des sciences, mathématiques, physique, astronomie, géosciences, etc. Et il a aussi été mis en avant les femmes qui se sont engagées durant les 2 guerres mondiales, comme par exemple une femme scientifique et résistante méconnue qui s'appelle Sébastien Guyot, qui était ingénieur et qui est morte suite de sa torture à la Gestapo. Sylvie, vous avez beaucoup discuté. C'était compliqué de les choisir, ces femmes. Il y a eu des balances, il y a eu des choix impératifs à faire. Alors en fait, moi j'ai fait partie au début, comme disait Benjamin, d'une réunion qui s'est tenue à Sorbonne Université, qui était donc on va dire le nid de cette idée, puisque Benjamin était à l'époque président de l'association des filles Sorbonne, association étudiante de Sorbonne Université. Et là, cette première discussion, on avait vu que ça allait pas être simple, parce qu'il y avait à la fois des représentants des lettres, des sciences, et voilà, et on avait
en fait, on manquait de critères clairs et objectifs. Et donc, l'association Femmes et Sciences a été sollicitée en tant que marraine du projet pour proposer des noms. Et ensuite, il y a eu aussi, donc sous la présidence aussi d'Isabelle et de Françoise Combes, présidente de l'Académie des sciences, il y a eu aussi débat à ce niveau-là pour essayer de voir comment circonscrire, parce qu'on avait trop de noms. Donc, je crois que le choix qui a été fait, moi, j'ai pas participé personnellement au choix final. Je crois que le choix est effectivement très équilibré. Et je trouve aussi que voilà, le fait d'avoir inclus, d'avoir mis en avant ces profils aussi de femmes étrangères qui sont venues faire de la recherche en France, ça montre bien aussi l'attractivité du tissu scientifique français. Je pense que c'est important. Une époque où on a tendance à se dire que voilà, on est moins bon que les autres. Il y a eu quand même, à une époque en tout cas, de quoi attirer des talents étrangers, de femmes qui sont devenues vraiment résidentes. Et donc voilà, je pense que c'est un choix qui a été extrêmement bien mûri, mais c'est vrai qu'au début, c'était... oui, je me demandais comment on allait y arriver. C'est un peu l'Himalaya. Voilà. Alors, ce projet ne part pas d'un constat anecdotique. Il touche quelque chose de bien beaucoup plus profond. La façon dont l'histoire des sciences s'est écrite pendant des siècles. Les femmes ont produit du savoir, mais ce savoir a été rarement nommé, transmis, rarement institutionnalisé. Qu'est-ce que l'histoire des sciences a fait ou n'a pas fait des femmes scientifiques? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donner la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, avec Benjamin Rigaud et Sylvie Cabrit, nous parlons de la nécessaire visibilité des femmes scientifiques. Alors Sylvie, avant la pause, je le disais, les femmes ont produit du savoir, mais ce savoir a été rarement transmis, reconnu, institutionnalisé. Comment l'histoire des sciences a-t-elle pu organiser une telle invisibilisation? Est-ce que c'est un phénomène, un simple oubli, ou est-ce qu'on était dans un mécanisme extrêmement structuré? Eh bien, en fait, c'était un mécanisme assez structuré, finalement. Les travaux de l'historienne des sciences Margaret Rossiter ont prouvé que, effectivement, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps et qu'on appelle l'effet Matilda. Ça a même un nom maintenant dans l'histoire des sciences. Matilda, parce que c'est en hommage à la suffragette Matilda Joslyn Gage du 19e siècle, qui a écrit un essai qui s'appelle Woman as Inventor. Donc la femme en tant inventeuse, on n'a même pas de mot en français, c'est révélateur, en 1870, où elle mettait justement à cette époque des grandes inventions le rôle des femmes qui passait complètement inaperçu, en fait, qui était systématiquement soit dénié, soit minimisé, soit attribué à son collègue homme. D'où ça vient, de quand ça date? Alors il faut voir qu'au XVIIIe siècle, il y a eu l'époque quand même des Lumières, avec les femmes savantes, Émilie du Châtelet par exemple, où justement, les femmes commençaient à avoir accès à ce savoir. Elles avaient le droit d'étudier, elles avaient des précepteurs, même si elles ne pouvaient pas enseigner, elles ne pouvaient pas avoir un poste de prof, mais elles pouvaient, celles qui avaient les moyens, bien sûr. Donc c'était dans les milieux aristocratiques, pouvaient se consacrer à la science. Et en fait, avec l'arrivée de Napoléon, en fait, et même tout simplement la fin de l'Ancien Régime, il y a eu... l'idée, premièrement, que ça avait été un privilège de classe dû à l'aristocratie, donc on n'en voulait plus. Et deuxièmement, que en fait, les femmes qui s'émancipaient, c'était dangereux pour la morale. Et pour les hommes. Et pour les hommes, et pour la société, que c'était très dangereux. Donc on présentait les femmes, l'instruction féminine comme un vrai danger, avec des romans qui montrent ces femmes comme étant des femmes perdues. Et ça a perduré très très longtemps, avec au 19e siècle, au moment où l'histoire des sciences s'écrit, on invente le duo, ça c'est Sandrine Aragon qui aussi, je reprends ces mots, parce que c'est une grande spécialiste du sujet de Sorbonne Université, comment on a inventé le duo, le génie et la muse. Et sa muse, voilà. Absolument. Et c'est en fait
il y a toujours cette idée du danger de l'instruction des femmes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains pays où il est interdit aux femmes d'aller à l'école. Vous avez, vous, vécu une forme d'ostracisme en tant que scientifique, Est-ce que vous l'avez senti, ça? Pas du tout. Alors moi, justement, je fais partie des personnes qui s'est rendu compte de cet effet assez tardivement. Parce que jamais... Mais ma mère était prof de maths. Donc déjà, je n'avais jamais eu cette image comme quoi les sciences, c'était pour les hommes. Donc, moi-même, j'étais très à l'aise avec ça. Et donc, je pense que j'ai en plus eu la chance de n'avoir jamais de professeurs qui me disent « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Votre place est à la maison. » Donc, je ne l'ai pas ressenti. Heureusement, je ne l'ai pas ressenti. En plus, j'ai eu beaucoup de rôle modèle, donc pareil, je ne sais pas trop comment d'exemples de femmes. On en parlera peut-être plus tard quand on parlera de mon rôle d'enseignante. Et ça, c'est fondamental. Alors Benjamin, la Tour Eiffel, c'est pas neutre quand même, c'est un monument extrêmement important. Pourquoi le fait d'associer un monument aussi important à une telle initiative, c'est-à-dire de sortir des livres, de sortir des colloques universitaires, c'est si majeur? Qu'est-ce que l'espace public peut produire que l'université ne peut pas produire à elle seule? En fait, à titre personnel, j'étais vraiment fasciné depuis le lycée par la liste des 72 savants qui sont inscrits sur la Tour Eiffel. Et je pense que ça a joué dans mon choix d'études. Et j'ai fait des études de géosciences en licence. Et c'est exactement ce que voulait Gustave Eiffel, en fait. C'était promouvoir l'esprit de progrès technique. Il a conçu sa tour comme un panthéon scientifique. Et voilà, les monuments portent des messages puissants à toute la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que nous menions une réflexion sur ce que notre époque veut dire aux générations futures. Cette inscription, du coup, fera rentrer la représentation féminine dans le marbre de l'histoire. Et demain, la liste des savantes donnera aussi envie aux jeunes filles de faire des sciences, tout comme moi, ça m'a donné envie de faire des sciences en tant qu'homme. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi souligner les actions au quotidien des associations comme Femmes et Sciences qui, tous les jours, dans les collèges et lycées, sensibilisent les plus jeunes à ces questions de genre et d'égalité. Mais en fait, Eiffel, il avait un regard pas tellement positif sur les femmes. Il aurait pu déjà en mettre certaines. Est-ce qu'il était paternaliste? Est-ce qu'il était sexiste? Mais pas du tout. Moi, déjà, je pense que Gustave Eiffel, c'était une très bonne idée qu'il ait eu de mettre des noms d'hommes sur sa tour Eiffel. Tout simplement, à l'époque, en fait, c'était le climat de toute la société qui était sexiste. C'était pas mais seulement il aurait lui. pu être ça aurait pu être un précurseur avec des monuments pareils, avec un tel savoir-faire. Eh ben, ça a été souligné à l'époque par des contemporains d'Eiffel qui disaient que c'était scandaleux que Sophie Germain ne figure pas sur la tour. Mais c'était la seule femme qui était citée dans ce cadre-là. Alors, Sylvie, vous travaillez avec des étudiants, vous enseignez la naissance des étoiles et des planètes, vous êtes quand même terriblement engagée dans la diffusion des savoirs. Vous l'avez dit tout à l'heure, les rôles modèles jouent un rôle déterminant dans les trajectoires que les filles peuvent prendre. Est-ce que cette absence de modèle féminin est encore perceptible dans la trajectoire et dans les ambitions des jeunes filles? Et comment, au fond, ce projet va peut-être pouvoir changer la donne? Oui, c'est vraiment ce qui m'a enthousiasmée dans ce projet, parce que j'ai pris conscience de la tendance actuelle. Moi, j'ai eu la chance d'être élève à l'école normale supérieure de jeunes filles, qui à l'époque n'était pas mixte. Et donc, ça veut dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes dans les promotions. Et c'est une école qui a permis l'émergence de grandes scientifiques françaises, parce que, on était éduqués au plus haut niveau, au même niveau que les hommes, avec une perspective de devenir éventuellement des chercheuses ou des enseignantes de très haut niveau. Et d'avoir comme ça accès à des modèles des promotions avant moi, de femmes qui avaient trouvé un métier dans la recherche et que je pouvais aller voir régulièrement, ça a été très important pour moi, pour me dire moi aussi je vais tenter ma chance. Et qu'est-ce qu'elles disent, les jeunes filles à qui vous enseignez? Est-ce que vous repérez encore des freins structurels sur le fait de faire ce genre d'études? Alors un des freins qui joue, c'est que c'est devenu de plus en plus un métier de plus en plus difficile, on va dire, de trouver des postes. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de postes en recherche. Il y a de moins en moins de postes. Et donc maintenant, autant quand moi j'ai eu mon poste, ça devait être 2 ans après ma thèse. Maintenant, il faut plutôt compter 6 ans après la thèse.
Donc on commence à plus être tout jeune. Si on a un projet de famille, de fonder une famille, ça peut devenir un vrai obstacle, sachant que même au bout de 6 ans, on n'est toujours pas garanti d'avoir un poste. Mais même si on sort de la recherche, on se rend compte que dans les écoles d'ingénieurs... Mais même dans les écoles d'ingénieurs, il y a aussi quoi la le même frein chose. dans les écoles d'ingénieurs? C'est aussi cette image, je pense que la culture... C'est pour ça que je crois que le rôle des médias est très important, le fait de montrer des expertes sur un sujet à la télévision, à la radio, de faire parler des femmes est important, parce qu'inconsciemment, on va se dire, s'il n'y a que des hommes qui parlent de ce sujet, c'est que il n'y a pas de place pour les femmes. Aucune femme n'a envie de se retrouver forcément la seule femme. Enfin, il faut vraiment être bien solide pour se dire, ok, je vais être la première femme à faire ce métier. Marie Curie l'a fait, d'autres l'ont fait, mais c'est pas forcément... c'est quelque chose où il faut... Et puis, il faut peut-être dire aux jeunes filles que finalement, les écoles d'ingénieurs, ça ouvre des voies tout à fait élargies. On peut faire une école d'ingénieur et se retrouver dans le service marketing d'une très grande entreprise française. J'ai des amis qui ont fait classe prépa avec moi et qui font effectivement absolument des très belles carrières, mais dans plein de domaines. Donc, vraiment, il ne faut pas s'autocensurer. Il ne faut pas s'autocensurer, il faut aussi que la société dans son ensemble soit persuadée qu'il y a tout à y gagner, d'avoir cette diversité d'approche, cette diversité de regard, et de ne pas cantonner, de ne pas avoir cette division... division femme-homme, voilà. Alors Benjamin, ça va être ma dernière question. Vous êtes un homme, vous avez travaillé sur la mémoire, sur les symboles. C'est le début d'un fil rouge dans votre parcours ou pas ? Absolument. En fait, dans la continuité du projet Hypatie, je commence une carrière d'artiste et j'ai créé mon agence de design University, dont le slogan pourrait être « Faites entrer vos engagements dans l'histoire ». Je crée des œuvres en tirage limité et des projets à impact sur la mémoire scientifique. Par exemple, à Sorbonne Université, je propose un nouveau projet qui consiste à faire inscrire sur une façade du campus de Jussieu un tableau périodique des éléments chimiques géants en mémoire des découvertes de Pierre et Marie Curie sur le radium et le polonium. Et j'ai déjà le soutien de 2 prix Nobel de chimie pour cette initiative. Je lance aussi des projets à l'étranger, notamment à Prague, où je propose de transformer une infrastructure soviétique en un monument à la gloire de l'astronome Kepler, où je propose de projeter sous un pont les constellations du zodiaque. Et je ne me limite pas que à des projets urbains. Je souhaite aussi envoyer un de mes visuels dans l'espace. J'ai remarqué que sur la fusée Ariane 6, il n'y a pas de drapeau de l'Union européenne. Et donc j'ai conçu un drapeau inspiré d'un dessin qui rend hommage à Copernic. Et voilà, je souhaite l'envoyer dans l'espace. Et c'est vrai que nous avons notre astronaute française dans l'espace en ce moment. Et ça, c'est quand même extrêmement valorisant et gratifiant pour toutes les jeunes filles qui demain auront envie de s'intéresser aux carrières scientifiques. Alors merci Benjamin, merci Sylvie. Merci à tous les deux pour cet engagement qui nous rappelle que la mémoire scientifique n'est jamais neutre et que rendre visibles les femmes scientifiques, c'est faire œuvre non seulement de justice, mais aussi d'avenir. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie, avec celles et ceux qui font bouger la société. Je vous souhaite un excellent dimanche. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.